Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. Nous commençons cette édition avec les dernières informations relatives aux négociations à la COP 21 à Paris. Les équipes de négociateurs se hâtent pour atteindre un consensus autour d'un accord sur le climat des Nations Unies. Mais les organisateurs ont déjà admis que les négociations avaient pris du retard. Le président de la conférence, Laurent Fabius, a déclaré qu'un texte final qui dressera les contours d'une plus large utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, ne sera présenté aux quelques 200 pays participants que samedi, soit un jour en retard par rapport à ce qui était prévu. L'annonce du retard intervient au moment où certains participants et observateurs ont également déclaré que les discussions, qui se sont prolongées jusqu'à l'aube, n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Mais le porte-parole de l'organe en charge du climat aux Nations Unies, l'UNFCCC, a rappelé que les retards pris sont de nature différente que ceux des dernières conférences. À Copenhague, les retards pris concernaient la correction d'une trajectoire qui allait dans le mauvais sens. Mais à Paris, il s'agit d'améliorer un consensus qui s'oriente vers la bonne direction. Nous avons encore le temps d'élaborer le texte final plus tard afin de le rendre encore plus complet. Ainsi, je pense que les gouvernements saisissent cette occasion pour dire « Nous sommes ici à Paris, pourquoi ne pas prendre 24 heures en plus pour élaborer un meilleur texte ?» As the Secretary General of the United Nations, I am urging the negotiators to make their decision. En tant que secrétaire général des Nations Unies, j'exhorte les négociateurs à prendre leurs décisions finales conformément à une vision globale. Ce n'est pas le moment de parler des perspectives nationales. Une bonne solution globale confortera a posteriori les bonnes solutions au niveau local. Et c'est ce qui aidera l'économie à faible impact carbone à lancer la dynamique du développement durable. Cause qui avait été adoptée par les dirigeants du monde avec enthousiasme au mois de septembre dernier. J'exhorte donc les négociateurs et je leur lance un appel. J'appelle les négociateurs de tous les pays impliqués à prendre une décision finale pour l'humanité. Il y a encore 3 problèmes de rang ministériel en suspens. Il s'agit de la divergence de points de vue, du capital et des forces de travail. La solution à ces 3 problèmes dépend du degré d'implication de chaque pays. Et chacun peut faire des choix différents. Nous espérons que la communication se poursuivra. La conférence sera une réussite si ces 3 problèmes sont résolus à temps. Le Canada accueillera 10 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Le premier de plusieurs avions de réfugiés syriens a atterri au Canada juste avant minuit jeudi. La plupart des réfugiés sont restés dans les hôtels de l'aéroport de Toronto pour se préparer à rencontrer leurs sponsors et participer à des événements de bienvenue dans les centres culturels et d'immigration. Reportage. Lorsque le Premier ministre canadien a accueilli le premier groupe de réfugiés syriens arrivés par avion dans le pays, son message ne pouvait pas être plus clair. Bienvenue chez vous, vous êtes à la maison. Le gouvernement de Justin Trudeau a promis d'accueillir des milliers de réfugiés supplémentaires. Il procède à des centaines d'applications tous les jours dans les centres de réfugiés libanais et syriens. Mona Anoura a quitté la Syrie pour le Canada il y a 15 ans. Il a amené sa fille à l'aéroport pour accueillir les nouveaux arrivants. Ils ont apporté des cadeaux. Des vêtements pour les poupées et différentes sortes de choses pour eux car ils n'ont rien apporté. D'autres sont venus seuls. En tant que Canadien juif, je trouve ça très important. Nous savons ce que c'est que d'être coincé sans refuge lorsque l'on en a le plus besoin. Même si l'avion du gouvernement a atterri, de nombreux réfugiés syriens sont arrivés en vol privé. Nous ne savions pas à quoi nous attendre. Ce que nous voyons est très réconfortant. Sa famille et elle ont été sponsorisés par un groupe de mères qui travaillent dans une ville voisine. Nous avons signé un accord pour socialement et financièrement prendre cette famille à charge pendant un an. L'administrateur de l'ONG, Mario Cala, s'occupe de ce centre à Toronto. Nous nous attendons à près de 2000 réfugiés en 3 mois dans la région de Toronto. Nous avons déjà établi des liens avec des hôtels de la zone et nous devons signer des contrats. Le Canada est prêt. La moitié des Canadiens soutiennent les programmes de réinstallation du gouvernement.
Le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été kidnappé au Liban par des militants qui demandent des informations sur le sort d'un religieux chiite disparu en Libye il y a plusieurs décennies. C'est ce que rapportait la télévision locale vendredi. Hannibal Kadhafi apparaît dans une vidéo diffusée vendredi soir sur la chaîne de télévision locale Ad Jadid, disant que quiconque serait en possession d'informations concernant l'imam Moussa al-Sadr devait se faire connaître. Le fils Kadhafi paraît avoir été battu, mais il dit dans la vidéo qu'il est en bonne santé, heureux et détendu. Vendredi, un responsable de la sécurité a déclaré que la police avait récupéré Hannibal Kadhafi dans la ville de Baalbek, dans le nord-est du Liban, où il était détenu par des militants chiites dont l'affiliation n'a pas encore été établie. Le responsable, qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat, dit que le fils du colonel a été conduit à Beyrouth. À partir de l'année prochaine, un système provisoire de régulation du hukou en chinois, à savoir l'enregistrement familial, assurera un accès aux services publics basiques tout en encourageant les gouvernements locaux à augmenter la qualité des services fournis. Les services publics basiques comprennent les services liés à l'éducation, à l'emploi, aux formalités administratives liées au passeport et à l'immatriculation des véhicules. Selon la déclaration, le système régulé rendra disponibles des services publics à plus de citoyens en introduisant plus d'équité sociale. Les nouvelles mesures sont mises en place à la demande du Premier ministre Li Keqiang pour faire face à l'augmentation de la population de migrants. Le système des permis de résidence temporaire pour les migrants a été largement critiqué pour son injustice et son inéquité. Au mois de février dernier, les plus hauts dirigeants du pays ont approuvé une série de réformes majeures du système de police en abolissant les permis de résidence temporaires. Plusieurs grandes villes ont déjà mis en place le nouveau système de permis de résidence. Des trésors de la Chine antique sont en cours d'acheminement vers Beijing. Cette restitution intervient suite à une saisie massive des autorités américaines auprès des importateurs illégaux du pays. 22 objets antiques, dont certains ont plus de 4000 ans, font leur grand retour sur le territoire chinois. Ils ont été saisis au cours d'une enquête fédérale menée par l'inspection des douanes dans 3 États américains. Selon les autorités, les coupables viennent de Floride. Éric Procopy et François Lorrain, un marchand d'art, auraient illégalement importé ces antiquités avec l'intention de les vendre en 2011. Ils ont tous deux été emprisonnés pour trafic d'objets archéologiques. On parle ici de plusieurs millions de dollars. Il s'agit de criminels sophistiqués qui exercent cette activité pour réaliser de gros profits. Et effectivement, ces objets ne valent pas quelques dollars, ils valent plusieurs millions de dollars. En 2009, un accord bilatéral signé entre la Chine et les États-Unis avait facilité l'enquête et permis d'accélérer le processus de restitution de ces trésors volés à la Chine. La Chine est une civilisation ancienne et son incroyable richesse historique a constamment fait l'objet de tentatives de vol, de pillage ou de contrebande. Récemment, la Chine a développé des partenariats internationaux afin de mieux protéger son héritage culturel. Les antiquités seront toutes restituées à la Chine, à l'exception de celle-ci. Il s'agit du squelette d'un dinosaure vieux d'au moins 120 millions d'années. Les enquêteurs américains ont découvert qu'il appartenait à la Chine après l'avoir fait analyser par un paléontologue du musée Carnegie d'histoire naturelle. Notre équipe dispose du niveau d'expertise suffisant pour que l'on puisse dire avec certitude que ce spécimen vient de Chine. Nous sommes très heureux que nos connaissances aient pu servir. Ce microraptor vient de la province du Liaoning, qui s'étend à quelques centaines de kilomètres de Beijing. L'ambassadeur de Chine a pris quelques photos du fossile du volatile afin de garder le souvenir de ce qu'il a lui-même appelé un nouveau pont de communication entre la Chine et les États-Unis. Lorsque les 22 objets seront de retour en Chine, ils porteront avec eux toute l'amitié et la bonne volonté du peuple américain. Le fossile que nous prêtons au musée Carnegie d'histoire naturelle racontera en silence une autre histoire, celle de la coopération sino-américaine. Ce squelette de microraptor fera partie d'une exposition du musée Carnegie portant sur le problème de la contrebande. Il restera aux États-Unis pendant 1 an avant d'être restitué à la Chine.
La Chine et l'Europe sont en train d'étudier la manière de créer un partenariat énergétique qui pourrait permettre de combler les besoins électriques mondiaux. Les experts et dirigeants des entreprises du secteur se sont réunis à Berlin afin d'amorcer cette coopération. Au cours des 2 jours de ce sommet, qui a débuté jeudi, plus d'une vingtaine d'intervenants vont partager leur point de vue sur la manière de construire ensemble un Internet de l'énergie. Leurs discussions couvrent des sujets tels que la transmission du courant, les équipements industriels et les énergies renouvelables. Notre objectif commun est de nous débarrasser à terme des carburants fossiles et d'essayer de notre mieux de limiter les émissions de dioxyde de carbone. Les énergies fossiles ne sont pas illimitées et arriveront à manquer. Nous avons donc besoin des énergies renouvelables. Plus tôt nous modifierons notre utilisation énergétique et nous trouverons des solutions alternatives, et plus cela sera bénéfique pour la planète. L'Europe dispose d'une technologie avancée, particulièrement l'Allemagne, qui possède des avantages uniques au niveau de la fabrication d'équipements électriques. Nous espérons bénéficier des ressources de l'Europe en vue de développer de nouveaux équipements et de préparer la voie à des relations dans le futur. Selon certains analystes, les partenariats dans le domaine énergétique s'avéreront importants pour répondre aux besoins mondiaux en électricité, ainsi que pour lutter contre la pollution de l'environnement. Le partenariat proposé pourrait bénéficier aux 2 parties. L'Allemagne possède un secteur industriel avancé, mais le concept de réseau énergétique mondial relève les standards. Cela correspondra à une modernisation pour eux. De plus, l'Allemagne est très enthousiaste vis-à-vis du concept de réseau énergétique mondial et souhaite participer aux efforts de construction. Je pense que le réseau énergétique mondial permettra d'optimiser le développement des énergies renouvelables et d'offrir une solution possible pour répondre à la consommation énergétique mondiale. Au cours de son discours, prononcé à la tribune des Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a proposé la mise en place d'un réseau énergétique mondial pour répondre à la demande en électricité à travers des alternatives propres et écologiques. Selon les experts, cette proposition de réseau pourrait permettre de distribuer une énergie bon marché, efficace et accessible à tous, et de générer des moteurs pour la croissance économique mondiale qui soient basés sur le développement durable. Cela pourrait aider à répondre à la demande énergétique et bénéficier à l'amélioration économique en vue d'un modèle plus durable. La résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise a duré 14 ans, de 1931 à 1945. Des millions de soldats chinois ont perdu la vie lors des combats au nom de leur patrie. Parmi eux, il y a un talentueux pilote, Gao Zhehan. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gao et ses compatriotes sont honorés au mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise. Les histoires de ces défenseurs de la paix rappellent aux visiteurs d'aujourd'hui le prix de la liberté. Né en 1907 dans la province du Liaoning dans le nord de la Chine, il s'appelait Gao Mingjiu à sa naissance. En 1925, Gao Zhehan a été sélectionné comme l'un des 28 jeunes pilotes à suivre un séjour de formation de 2 années en France. En 1931, après l'invasion japonaise de la Mandchourie, les armées du général Zhang Xueliang en charge de la région se retirent sans chercher la confrontation. Déçu par la situation, Gao part alors rejoindre l'armée de l'air du gouvernement de Chiang Kai-shek. En 1935, après une année de formation et d'études des avions en Italie, il a refusé l'invitation de Benito Mussolini de rester dans le pays, déclarant « Je ne veux qu'être un soldat chinois ». Il est rentré en Chine et a formé beaucoup de jeunes pilotes chinois. Le 7 juillet 1937, l'incident du pont Marco Polo fut l'élément déclencheur de la Seconde Guerre sino-japonaise. 4 mois plus tard, le talentueux pilote Gao Zhehan perd sa vie lors d'un combat aérien à l'âge de 30 ans. Le 14 août 1937, malgré la faiblesse de la force aérienne et la politique de non-résistance du gouvernement, Gao a insisté pour combattre les forces aériennes japonaises et fut le premier à abattre un avion de combat japonais. Malheureusement, il perd la vie lors d'un raid japonais le 21 novembre à seulement 30 ans.
78 ans après, sa photo et certaines de ses affaires se trouvent dans le mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, aux côtés de celles de ses camarades, y compris les 1520 dirigeants de régiments ou supérieurs. Il fut l'un des rares à cette époque à partir étudier à l'étranger. Pendant la guerre contre l'invasion japonaise, peu de soldats sont allés comme Gao Zhihan à l'étranger pour des études des technologies avancées. Ils étaient principalement divisés en deux parties. D'un côté, les hauts dirigeants militaires comme Chiang Kai-shek qui sont partis au Japon et pour y suivre des études dans les écoles militaires. De l'autre, ce sont les dirigeants de l'armée de l'air, de la marine ou des forces spéciales. Par exemple, Gao Zhihan, eux, sont allés en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis pour étudier des technologies avancées. Mais Gao Zhihan était-il différent de ses compatriotes? Non, pas vraiment. Comme beaucoup, il fait partie de ces trop nombreux jeunes hommes qui ont perdu la vie au combat au nom de la patrie. Durant la guerre contre l'invasion japonaise, l'armée chinoise a perdu près de 4 millions de soldats. Un récent recensement a montré que le nombre exact est d'à peu près de 3,8 millions. Nombreux sont ceux qui n'ont même pas laissé un nom. Dans le mémorial, il y a une photo du combat de Huche, un combat des offensives des 100 régiments. Sur la photo, il y avait un soldat très jeune étendu dans une mare de sang. Beaucoup de visiteurs sont étonnés qu'il soit tellement jeune. Mais comment s'appelle-t-il? Personne ne le connaît. Derrière chaque photo, chaque objet exposé, il y a une histoire. Créé en 1987, le mémorial se trouve en plein cœur de la ville de Wanping, tout proche du pont Marco Polo. Des photos, des peintures, des sculptures et des objets anciens sont exposés dans les 6000 m² du site et jusqu'à présent ont accueilli plus de 20 millions de visiteurs, de très jeunes aux personnes âgées, des Chinois et des étrangers. Beaucoup de visiteurs se disent très touchés par les histoires des héros qu'ils ne connaissent guère. Je trouve que la guerre est très cruelle. Je suis très touchée. Je pense que c'est grâce à eux que nous avons une vie heureuse comme celle d'aujourd'hui. Et nous devons chérir la vie. Cette année marque le 70e anniversaire de notre victoire contre l'invasion japonaise. Donc nous voulions amener notre enfant ici en visite et lui demander de retenir l'histoire pour bâtir une Chine plus forte et réaliser notre rêve chinois. 2 heures de visite ne sont pas suffisantes pour connaître toutes les histoires de ces défenseurs de la nation. Leurs histoires individuelles seront sans doute oubliées, mais ils nous laissent la paix et la stabilité pour lesquelles ils se sont battus et que nous devons chérir. Le mémorial a servi dans le passé et continuera à servir de centre à l'avenir pour tous ceux qui ont vécu l'histoire et pour rendre hommage à leurs anciens amis ou camarades et à ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'en savoir plus sur les héros qui n'ont épargné aucun effort pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix. Ceux qui ne devraient pas être oubliés et qu'ils ne sont pas seulement des héros du peuple chinois, mais aussi ceux du monde. Ils ont donné leur vie pour lutter contre le fascisme sur l'un des principaux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.